Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque ça va être une vidéo avec Robin. Robin pour nous parler un petit peu de son parcours. Merci pour ton invitation, pour accepter d'avoir accepté justement l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. L'idée de cette vidéo, c'est de reprendre un petit peu le parcours de Robin avec mon accompagnement. On va essayer de stratégiquement revenir sur les points clés du pourquoi il avait pris un suivi, ce qu'il avait bloqué et du coup ce qu'on a mis en place en termes de stratégie pour arriver à son objectif. Et puis surtout, ça va être une discussion parce que il faut le préciser, Robin n'est pas n'importe quelle personne puisque c'est avant tout un ami d'enfance. Et donc forcément, il m'a fait confiance pour aussi cet accompagnement. Exactement, exactement. Euh, Peut-être que Robin, on va commencer par une présentation. Est-ce que du coup tu pourrais nous parler un petit peu de toi de manière un peu succincte, puis après je te poserai plein de petites questions pour guider tout ça. Ah bah allez, on peut commencer. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Robin. Pour ceux qui suivent le podcast, vous m'avez probablement déjà entendu présenter sous le nom de Monstro. Je connais Denis et Rémi depuis très très longtemps et puis à une période où Rémi a commencé, on allait à la salle ensemble. Il y a un bon paquet d'années. Du coup, ça fait assez longtemps que je m'entraîne en salle. Je pense maintenant que ça doit faire 13 ans que je vais à la salle. Et puis voilà, c'est un peu le parcours. J'ai 33 ans et je suis expat au Danemark. Pour, euh, pour- Et pour cadrer un peu. les salles sont-elles mieux qu'en France? Les salles sont mieux que les salles ne l'étaient à l'époque où je m'entraînais en France, parce que j'ai quand même pas mal bougé. Au final, ça fait un petit moment que j'habite plus en France. Mais la salle dans laquelle je vais à l'heure actuelle est bien mieux que le CDU ou Iron Gym à Limoges. Elles sont peut-être très très bien maintenant, hein. Mais à l'époque, elles faisaient l'affaire. Elles faisaient l'affaire. On va pas faire la fine bouche. Exactement. Robin, pour préciser aussi, on a commencé un suivi depuis maintenant quelques années. J'ai plus Ouais, exactement la data en tête, mais ça fait plus de 2 ans pour sûr. ouais, Ce que je te propose, c'est qu'on se concentre principalement du coup sur les derniers mois, donc depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, où là du coup on avait un plan très clair avec un objectif de départ à atteindre. Et donc du coup, voilà, on va s'étaler de la période de janvier à mai, on va dire, où du coup, voilà, tu ouais. t'étais lancé un objectif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet objectif? Ouais. Alors l'objectif, il est assez simple. Je vais me marier cette année, en octobre précisément. Et l'objectif que je me suis fixé, c'est pour le mariage, je veux atteindre le meilleur physique que j'ai eu jusque-là, parce que le mariage, c'est une nouvelle étape de ma vie, et j'ai envie de l'entamer de la meilleure des manières possibles. Et l'autre objectif, qui est un peu caché ou annexe, c'est que ce physique-là, je veux aussi que ce soit le pire que je vais avoir pour le reste de ma vie. Bon, ça, il ne tiendra qu'à moi de faire en sorte que ce soit vrai. Mais l'objectif initial, c'est vraiment d'avoir le meilleur physique que j'ai jamais eu pour mon mariage qui est en octobre. Donc, si je peux donner un petit peu de détails, pourquoi Rémi a parlé du mois de mai, c'est qu'au mois de mai, je me faisais prendre les mesures pour mon costume. Et parce que le costume, ça prend 2 mois à être fait. Et du coup, pour que tout soit fait dans les temps, il fallait que je m'y prenne suffisamment en avance. Donc voilà pourquoi il y a eu cette deadline de mai. Et on a commencé au début de l'année, donc en janvier, pour avoir suffisamment de temps et pas aller trop vite dans le process. Puis surtout, Mais quand voilà, même se laisser suffisamment de temps. bien garder après les bonnes mensurations pour ne pas avoir à changer de costume au dernier moment. Oui, après, comme j'ai dit, j'ai 33 piges, donc en vrai, j'imagine mal mettre 5 kilos de muscle en quelques mois, même après être en étant sec, rajouter 5 kilos de muscle. J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. 5 kilos. Et tu douterais de mon service de coaching, c'est-à-dire que tu ne crois pas qu'on peut prendre 5 kilos de muscle? Ah, si, totalement, totalement. Mais après, comme j'ai dit aussi, ça fait 13 ans que je vais à la salle. Du coup, les newbie gains, où je suis persuadé que tu peux prendre 5 kilos de muscle en pas très très longtemps. Euh, enfin, pas très très longtemps. On s'entend, il n'y a pas de deadline. Peut-être que si on te promet 5 kilos de muscle en un mois, quand même, doute un peu. Ne douter, Euh, évidemment, ouais. Ouais. mais non, non, il y a pas de limite, probablement, ou la limite naturelle, on s'en approche toujours, mais est-ce qu'on peut vraiment la dépasser à un moment? Mais non, non, moi, je me connais aussi. Je connais mes limites. Et du coup, je me voyais mal rajouter 5 kilos de muscle d'ici de maintenant à octobre.
De manière du coup un peu plus concrète, en janvier, on avait aussi décidé de faire du coup une perte de gras. Et il y avait un Ouais. autre objectif aussi qui était un peu sous-jacent et qui en fait est là depuis pas mal de temps, même pas mal d'années. C'est un objectif sur le développement de tes pectoraux. Parce que Ouais. voilà, c'est un peu ta bête noire depuis quelques années. Qu'est-ce que tu avais déjà mis en place par le passé pour justement essayer de développer tes pecs et qu'est-ce que du coup on a essayé de mettre en place ensemble? Alors, par le passé, j'ai probablement tenté tout ce qui était disponible sur Internet, toutes les techniques d'intensification, options, programmation. Le problème, comme beaucoup, je pense, c'est aussi que j'ai pas forcément laissé le temps aux techniques pour avoir l'impact espéré. Parce que il y a tellement de manières de faire qu'on change vite, surtout quand on est pressé d'avoir les résultats, et on cherche tous une technique magique, la technique qui va vous faire exploser les pecs. Parce que je suis relativement grand, j'ai des grands bras et j'ai une cage relativement étroite, en plus d'avoir des insertions qui sont pas forcément les plus avantageuses. Donc, j'avais pas forcément le terrain le plus propice. Pas que ce soit du coup impossible d'avoir des pecs incroyables avec ces contraintes-là. Mais du coup, voilà, j'avais testé beaucoup de choses. Et après, bon, Rémi en a parlé, ça fait un moment qu'on a commencé le coaching. Mais une des raisons pour lesquelles je suis venu vers Rémi pour un coaching, au-delà du fait qu'on se connaît très bien et que j'ai totalement confiance en ses capacités pour me gérer en coaching, c'est aussi que je voulais plus avoir à me poser de questions. Je voulais avoir un plan que j'avais à suivre et en le suivant, j'allais avoir des résultats. Parce que bien Et sûr. c'était... Ouais, vas-y, pardon. Non, parce que j'allais dire, parce qu'en fait, tu sais factuellement t'entraîner, hein, ça fait, comme tu as dit, des années que tu sais faire. Par contre, juste, t'es pas suffisamment objectif avec ce que tu devrais réellement faire. Et donc, forcément, comme beaucoup de personnes, quand on sait s'entraîner, c'est que du coup, on va rester sur ses acquis. Et je pense que c'était l'une des choses aussi que tu voulais, c'était aussi être un petit peu en dehors de cette zone de confort et surtout rendre des comptes à quelqu'un. Et c'est pour ça que le coaching, pour le coup, a vraiment coché toutes ces cases. Complètement. Le fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un, et aussi d'avoir un avis extérieur, parce que parfois, quand on se voit, on n'a pas l'impression de progresser. Et puis finalement, quand on prend un petit peu de recul, et quand quelqu'un nous fait remarquer certaines choses, on se rend compte que les choses avancent. Peut-être pas aussi vite qu'on l'aimerait, mais elles avancent quand même. Et le problème, c'est peut-être ça, c'est aussi l'impatience pour avoir des résultats. Mais très clairement, en fait, avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, c'était aussi important, au-delà d'avoir toute la partie conseil et aussi toute cette pression ou cette charge mentale que tu peux avoir à gérer ta programmation. Et puis, toutes les 2 semaines, tu as la nouvelle technique qui va te faire exploser des pecs. Et puis, quand t'as pas l'impression d'avoir des résultats, tu te dis, ah bah, peut-être que je devrais l'essayer. Et du coup, tu prends ta programmation avec laquelle tu te sentais pas trop mal, mais tu lui as même pas laissé la chance de porter ses fruits. Et tu as déjà changé. Et quand tu donnes les pleins pouvoirs à quelqu'un pour gérer ta programmation, tant que cette personne-là te dit pas, tu changes, tu changes pas. Et finalement, la constance et la régularité dans la tenue d'une programmation, c'est probablement ce qui a amené le plus de résultats sur tout le coaching, je dirais. Spécifiquement les derniers mois, aussi être régulier dans la pratique et dans le suivi des entraînements, des calories, des steps, mais aussi sur toute la durée du suivi, si on prend les choses de manière encore plus globale que juste ces 5 derniers mois. C'est vrai que en parlant de ta situation, il faut le préciser, tu as quand même un travail quand même qui est assez énergivore. Donc, quand tu parlais de déléguer toute cette charge mentale à quelqu'un de confiance et accessoirement compétent, ça te permettait aussi de vraiment te centrer sur ton côté pro et aussi ton côté perso, puisque comme tu l'as dit, tu vas bientôt te marier, donc il y a toute cette partie aussi qui avait besoin d'être un petit peu aussi accompagnée. Donc forcément, quand tu as un travail fastidieux, plus une organisation de journée à gérer entre pro et perso, plus on se rappelle, tu es dans une boîte où à la cantine, tu avais du coup des repas offerts et ça faisait aussi un Ouais. tissu social parce que du coup tu mangeais avec tes collègues, mais par contre c'était difficile à estimer. Et surtout, tu avais, comme tu l'as dit, tes entraînements où tu savais t'entraîner, mais tu les faisais le matin et parfois ça sautait parce que fatigue, etc. Et le fait de vraiment te mettre dans un cadre en te disant j'ai une date de début, une date de fin, je dois être prêt pour mai, et ça t'a conforté en te disant je vais pouvoir cocher absolument tout avec la délégation du programme d'entraînement.
Complètement. Et pour le coup, je pense que c'est un truc que j'avais un peu sous-estimé, mais c'est vraiment avoir une date de fin. Parce que, enfin, en tout cas dans ma pratique, ce que je peux remarquer, c'est que à partir du moment où l'objectif c'est prendre de la masse et qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une date de fin, ou pareil quand tu veux faire une sèche, s'il n'y a pas une date de fin, à un moment où tu veux être prêt, au final c'est assez facile de se dire, oh, c'est pas grave, je vais faire quelques écarts. De toute façon, j'ai pas de date de fin, ça prendra le temps que ça prendra. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu fais une sèche, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, finalement, ça m'emmerde un peu. Du coup, on repasse sur soit une prise de masse, soit une prise de, oh, on va bien voir ce que ça va donner. Et pareil, quand tu as une prise de masse, on peut aussi très très vite, parce que du coup, je l'ai vécu aussi, hein, le dirty bulk, où au final, on se rend même plus compte qu'on est gros et qu'on est moche jusqu'au moment où on a passé à un point qui est vraiment horrible. Et il y a pour un certain nombre de personnes, c'est aussi le point où ils s'arrêtent. Du coup, ils ont même pas le bon côté le bon côté ou les gains que tu peux espérer avoir après avoir fait un dirty bulk, Mm. qui, soit dit en passant, de mon expérience, sont bien moindres que ce qu'on pourrait espérer, parce qu'au final, on fait tellement de gras que pour se délester de tout ça, une fois qu'on s'est délesté de tout ça, il reste moins que ce qu'on pourrait espérer. Et la phrase, la célèbre, le gras, c'est le leurre du naturel, revient là à l'arrière de mon esprit. Ouais. Du coup, ouais. Enfin, moi, mon expérience de tout ça, c'est que vraiment avoir une date de fin et un objectif en tête à atteindre pour cette date, ça a été vraiment très aidant dans l'accomplissement du déficit et l'application du plan qu'on avait défini. Et c'est vrai que pour les personnes du coup qui nous regardent, planifier justement cette temporalité avec ce qu'on appelle une feuille de route, ça va vraiment vous engager et vous investir dans du coup votre plan. Robin, donc pour donner quelques chiffres, au 5 janvier, donc quand on a vraiment lancé les hostilités, tu étais à 72,4. Moi, en partant de ce postulat-là, j'ai pu du coup anticiper bien à partir des 15 semaines des plans d'attaque avec un objectif final au fin mai pour du coup atteindre un poids cible. Et justement, quand j'ai une date de début, une date de fin, je peux avec précision estimer l'agressivité du cut et le point d'arrivée, finalement la chute, pour que du coup, toi, Robin, tu puisses aussi te projeter dans ce modèle-là. Pour donner aussi d'autres chiffres, hein, donc je l'ai dit, tu as commencé aux alentours des 72,4 et tu es arrivé à 67,9 à la fin, donc ça nous fait quasiment une perte de quasi 5 kilos en 15 semaines. Une autre stat qui peut être bien aussi, c'est celle du coup de ton tour de taille, où on a perdu plus de 5 cm. On était à 75,5 et là à 70. Donc pareil, voilà, 5 cm en moins, un peu plus de 5 cm, ça donne aussi un petit peu le ton du coup des 15 semaines. Oui, bah après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que au final, euh, sur la situation de départ, j'étais pas excessivement gras. Je suis pas excessivement musclé, mais j'étais pas excessivement gras. Mais c'est la quantité de gras qui est relativement disgracieuse. Du coup, elle est mise à des endroits qui font que bah, les volumes éventuellement, les quelques volumes qu'il peut y avoir, ressortent peu, parce que le gras est mis à des endroits qui font que c'est pas très très avantageux. Du coup, c'est vrai que là, avoir une date de fin, ça a permis de planifier. Moi, j'avoue que j'avais pas vraiment de poids en tête. Euh, et je m'étais pas dit, il faut qu'on atteigne tel poids. Probablement par expérience aussi, parce que je sais souvent que le poids qu'on peut avoir en tête, il est biaisé. Souvent, on se dit, il faut que je perde 5 kilos, mais il faut en perdre un peu plus. Quand on s'est dit 5 kilos, généralement, quand on arrive à moins 5 kilos, on se rend compte que finalement, on avait un peu sous-estimé On, on les s'est choses. on s'était appuyé Ouais, quand vas-y, même pardon. sur des données qu'on avait récoltées par le Ouais, passé, parce qu'on avait déjà fait ensemble un déficit calorique avant. Juste, on savait que tu étais capable de descendre sous les 70 kilos, mais que du ouais, coup, c'était pas notre point de chute, qu'on pouvait encore aller plus loin. Et ça, ouais, c'est vrai clairement. que quand on sait et qu'on a cette visibilité-là, automatiquement, ça aide à mesurer un peu le plan. Moi, je voudrais juste revenir sur cette idée de gras et de répartition du gras qui en fait change complètement un physique. Là où effectivement quand on regarde ton ratio par rapport à ta taille, on se dit 1m83, 72 kg, voilà, forcément ça doit être une bonne shape. Et forcément quand on a un petit peu de gras, on donne pas l'illusion du physique, du réel physique qu'on a derrière. Et avec du coup ces 4-5 kilos en moins, tu as l'impression d'être plus lourd qu'au démarrage
est beaucoup plus musclé. Et aussi, quand on a en tête l'objectif des pecs, qui était forcément aussi transversal depuis de nombreuses années, bah, on sait aussi que le secret de tes pecs, ça a été de perdre du gras localement, Mhm. parce que dès que tu perds, bah, tu perds partout, mais en tout cas sur tes pecs, ça les a vraiment, vraiment révélés. Parce que justement, quand j'ai commencé la musculation, je faisais donc toujours 1m83, mais 58 kilos. Mm. Et du coup, je m'étais un peu dit, je repasserai jamais sous les 70 kilos une fois que j'avais atteint cette barre. Et euh, une fois avoir passé cette barrière-là et avoir vu le résultat et voir comment je me sens maintenant et le niveau de confiance que le fait de me sentir mieux dans ma peau m'apporte, je me dis que c'était une barrière hein, qui avait pas vraiment lieu d'être. Et justement, hein, ce ratio taille-poids que beaucoup ont en tête, hein, ouais, je suis à 1m80, 80 kilos, aller en dessous, putain, je vais ressembler pas à grand-chose. Et finalement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, Robin, à ces personnes-là qui pensent, en plus de ça, qui sont du coup grasses, qui ont du coup un peu trop de gras, mais qui ont peur d'aller vraiment en dessous de leur taille. Justement, à travers ton expérience du coup de ce cut, qui t'a fait aller bah, du coup bien en dessous de ton ratio taille-poids, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, déjà, je dirais que c'est une peur qui est pas forcément fondée. Et si le but, c'est d'arriver à un physique dans lequel on se sent bien, il faut commencer par l'aimer. Et je dirais que j'ai jamais autant apprécié mon physique que au moment où j'ai été relativement sec. Euh, je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais en fait, c'est que quand on est sec, les muscles classiques du miroir commencent à arriver. Parce que même quand j'ai commencé à 58 kilos, j'avais même pas les abdos, hein. J'étais juste grand et maigre, le skinny fat assez classique. Et, euh, là, au final, le fait d'avoir les abdos, au final, le poids, je n'en ai rien à foutre. Je me sens vachement plus à l'aise. Bon, du coup, au final, le poids, c'est juste un chiffre Hmm. et ce chiffre, il doit pas être limitant. Et au même titre que se dire que enfin, il y a des gens qui se vantent de faire 100 kilos et je sais pas pourquoi, mais je pense à ce chiffre-là parce que c'était un peu un chiffre où tu te dis, ah, le jour où je ferai 100 kilos, je serai énorme, je serai massif, je serai fort, je serai puissant. Et au même titre que si jamais tu pèses pas très lourd, si jamais tu passes en dessous de taille -10, où en théorie, t'es censé être écorché, ultime, et personne ne se voit rester à ce poids-là. Encore certaines personnes, ça peut aller. Je pense que c'est une réponse de merde, en l'occurrence. Je me suis un peu perdu dans ma tête au Mais en moment vrai, où j'en parlais. mais c'est là en fait où je voulais en venir, c'est que le poids sur la balance, euh, on s'en fout quelque part, ça reste un chiffre, et ce que tu dois suivre, c'est avant tout le look et ton bien-être quand justement tu enlèves ton t-shirt. C'est sûr que si tu es uniquement biaisé par je dois avoir un certain poids sur la balance, sinon ça va pas du tout être en adéquation avec les standards qui d'ailleurs sont un peu pourris si vous avez des standards ratio taille-poids, et vous dire que bah, ce que vous devez vraiment suivre, c'est uniquement votre bien-être physique. Et si justement votre objectif c'est d'être sec, donc c'est-à-dire avoir les abdos visibles, d'avoir aussi bah, un peu plus de galbe, et on parlera après de tes points forts aussi qui se sont encore plus révélés avec la sèche, ben ça va encore plus vous motiver. Et tout à l'heure quand je te disais que tu paraissais plus lourd et du coup, in fine, plus musclé aussi, alors que c'est tout l'inverse à la fin de tes 15 semaines, enfin au niveau du poids, je veux dire, et ben Ouais. automatiquement, ça va, je pense, faire des déclics dans la tête de pas mal de personnes qui sont omnibulées par un espèce de ratio taille-poids. Bah, déjà, je pense, et si jamais vous écoutez le podcast, j'espère que vous êtes déjà arrivé à cette conclusion, c'est que si tu es déjà en train de te dire, est-ce que je devrais faire un cut, est-ce que si on t'est en train de te poser cette question-là, déjà, c'est probablement que oui. Et du coup, le poids, c'est un facteur limitant, et ça a été un facteur limitant assez longtemps pour moi. Parce que quand j'ai commencé la muscu, enfin, je suis assez grand, donc Rémi l'a dit, 1m83, et quand j'ai commencé la muscu, je faisais environ 58 kilos. En tout cas, moins de 60. Et du coup, quand j'ai commencé à prendre du poids, et que j'ai passé la barre des 80, je suis même monté à beaucoup plus que ça, je m'étais dit jamais je passerai sous la barre des 80 kilos de nouveau. Parce que justement, j'avais cette règle de si tu fais 1m80 ou un peu plus d'1m80, il faut faire 80 kilos, c'est le standard. Les vrais hommes qui font 1m80 font 80 kilos. Euh, que- Whatever that means.
Et pendant longtemps, j'ai été restreint et limité par ce chiffre, en dessous duquel je voulais pas descendre. Et du coup, quand les quelques fois où j'avais fait des pertes de poids, quand je m'approchais de la barre des 80 kilos ou que je passais légèrement en dessous, et je repartais dans l'autre sens, alors que j'étais pas du tout satisfait du physique que j'avais. Juste, je me disais, faut pas que je passe en dessous de cette barre. Du coup, il faut juste que je repasse dans une partie, dans une phase de masse pour refaire du muscle, pour que la prochaine fois que je redescende, je me trouve bien. Le problème, c'est que entre le travail, des périodes d'arrêt de la salle, etc. Au final, j'ai gardé un poids aux alentours de 80 kilos, mais avec une composition qui était relativement dégueulasse. En tout cas, une composition dans laquelle je me sentais vraiment pas bien ni en confiance. Et en fait, c'est au moment où on a commencé à travailler ensemble et qu'on s'est dit, OK, on va cleaner le physique, que je suis passé en dessous de cette barre symbolique des 80 kilos pour moi. Et ça a été assez dur, parce que tu te rappelles, hein, ça m'avait fait un peu mal à la tronche quand on était passé en dessous la première fois. Mm. Et mais au final, comme j'ai commencé à me sentir un peu mieux après avoir passé cette barre, et que j'ai réussi à passer cette barrière limitante de il faut pas passer sous cette limite, ça a été beaucoup plus simple. Et ensuite, j'ai arrêté de me concentrer sur le chiffre sur la balance, mais uniquement sur comment je me sens. Et est-ce que je préfère ce que je vois quand je me regarde dans le miroir ou quand je suis à la salle? Est-ce que je me sens mieux? Et au final, oui, parce que quand j'ai des bons pumps, ça se voit mieux. Les veines ressortent, les stries à certains endroits. Et au final, cette satisfaction quand on a un bon pump, on en profite quand même vachement plus quand on est plutôt sur la partie sèche, quand on est plutôt sur la partie sec du spectre du physique, on va dire. Mm. Et du coup, ça a été vraiment le verrou qui a fait que je me suis senti mieux. Euh, je pense que avoir un chiffre en tête, avoir un chiffre en tête, c'est une très mauvaise idée. Et, euh, et aussi avoir une limite dans le déficit. Parce que souvent, on se dit, si je perds 5 kilos, je vais ressembler à ce que j'ai en tête. Et souvent, ce qu'on a en tête, c'est le physique de Chris Bumstead, mais avec sa tête à la place. Et à part pour un certain nombre d'élus où c'est peut-être le cas, souvent, quand ça se passe, on est déçu. Et du coup, quand on a un chiffre en tête où on se dit c'est sûr que quand j'atteindrai ce truc-là, je serai vraiment bien, et que quand on y arrive, l'image qu'on voit dans le miroir, au final, elle n'est pas aux attentes. Le coup, il est aussi assez dur. Donc, il vaut mieux ne pas avoir un chiffre en tête, se laisser guider par le reflet, comment on se sent, est-ce qu'on apprécie la direction dans laquelle on va, plutôt que d'avoir un chiffre. Mm. Et puis surtout, bon, au-delà des pecs dont on a déjà parlé, ça a quand même mis en valeur des muscles qui étaient peut-être un peu cachés, un peu timides. Bon, évidemment, on ne te présente plus, mais tes abdos sont arrivés. Tu les avais quasiment jamais vus, tu les avais juste aperçus sous Mm. une bonne lumière. Et là, du coup, tu les as vraiment aperçus. Et pas des moindres, parce que tu as les abdos, tu as les obliques, on voit très bien aussi tes dentelés. Et on voit énormément aussi tes épaules. Et ça, bah, putain, Ouais. quand on voit le galbe sur tes épaules, on se dit mais putain, là il s'est passé un truc, il y a eu un gros focus dessus. Bah, pas nécessairement, il s'est juste passé en fait la perte de gras. Quand je vois aussi ton dos, euh, avoir une définition comme ça et aussi des stries au niveau de tes lombaires, c'est chouette. Enfin, tu vois, tu te dis, c'est vraiment c'est Noël avant l'heure, quoi. T'as vraiment tout de bien détaillé, bien fibreux. Et pareil, ça met aussi en avant un dos beaucoup plus massif, alors que t'as 5 kilos de moins sur le corps. Ouais, ouais. C'est aussi, c'est aussi surprenant ce truc de quand on est plus sec, on paraît plus musclé. Bon, alors bien sûr, il faut pas aller faire une session de posing avec quelqu'un qui va faire 20 kilos de plus que vous, hein. Euh, Tout de suite, on va te paraître petit. Encore que Mais si encore la que, personne ouais. fait 20 kilos de plus et qu'elle est grasse et que vous êtes bien sec, vous allez avoir un rendu qui sera probablement pas dégueulasse. Et ouais, c'est vrai que c'était assez surprenant. Bon, les épaules, je les avais fusillées il y a quelques années, donc on va dire que peut-être que le travail sur une plus longue période a payé. Mais je pense aussi que c'est, enfin, un peu ce que tu disais, probablement que j'ai aussi euh, la compensation de toutes mes difficultés à prendre un peu de pec. Peut-être que je l'ai pas sur plus spécifiquement sur les épaules, que peut-être c'est peut-être l'endroit où j'ai un peu plus de chance. Mais bon, il faut bien avoir un peu de chance à quelques endroits pour toute la malchance que j'ai à d'autres. Mais ouais, c'est vrai que c'était assez inattendu d'avoir du coup ça qui ressorte aussi bien.
particulièrement parce que ça n'a pas du tout été un focus sur le training plan. Exactement, on va en parler juste après hein, du programme d'entraînement. Bon, Robin est très dur avec lui parce que bah, forcément, ça fait des années qu'il pratique et les pecs en sont bah, du coup le focus depuis très longtemps. Mais franchement, le physique que tu as, Robin, il est quand même assez incroyable. Tu as vraiment développé une très grosse chaîne scapulaire. Là, en plus, bah, tu vois tes abdos avec une belle symétrie, des obliques aussi. Enfin, quand tu fais tes sides, bah pareil, tes poses de côté, bah, on devine bien aussi tes obliques. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes à mon avis qui vont, euh, vont te jalouser quoi. Enfin franchement, c'est quand même un très gros physique que tu nous sors là et je sais que tu es dur avec toi, mais pas depuis quelques mois, depuis des années. Après, c'est aussi, je pense, quelque chose quand justement ce que je disais un peu cette image qu'on projette de quand j'aurais fait ces efforts-là, je ressemblerais à ça et probablement en effet que le physique que je m'étais mis en tête au moment où j'ai commencé à aller à la salle il y a un paquet d'années maintenant, il est il était assez loin du physique que j'ai là. Et c'est peut-être probablement par rapport à ce physique-là qui est imaginaire que je me juge. Mais enfin, j'en suis quand même très content. Enfin là. Euh, je me balade torse nu dans l'appartement, chose que je faisais pas jusqu'à il y a peu. Alors que bon, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis avec ma compagne. Ça fait juste là quelques mois que je me trimballe torse nu juste parce que je me sens mieux dans ma peau et juste pour ça, franchement, c'était un objectif qui était nécessaire d'atteindre pour passer justement à la nouvelle étape de ma vie qui se profile. Exactement. On va aborder un petit peu maintenant le concret du qu'est-ce qu'on a mis en place justement du point de vue de la nutrition et du point de vue de l'entraînement. C'est vrai qu'au tout début, j'avais évoqué le fait que tu avais quand même quelques obstacles, notamment par rapport à ton organisation, par rapport à ton travail, par rapport à la cantine le midi. Euh, J'aimerais qu'on reprenne un petit peu la stratégie qu'on a eue vis-à-vis de ça. Juste peut-être pour introduire, la façon dont on a travaillé avec Robin, c'était sur un tracking de ses propres calories avec une application. Mais il avait bien sûr l'appui de la diète détaillée. Donc c'est un format que je propose aux personnes qui justement sont un peu paumées sur la préparation et l'organisation et la diversification aussi des repas. Et donc typiquement, quand on a en fait ben, les repas détaillés avec les aliments, les quantités, la répartition au niveau des macronutriments, bah, ça aide beaucoup aussi. Et puis surtout, bah, voilà, on pose le cerveau, on prépare les repas, on les consomme et après on passe à la suite. Et ça pour le coup, bah, Robin en a bénéficié, mais après avait du coup bah, cette flexibilité puisque bah, du coup il sait aussi traquer ses calories. Donc voilà, c'était juste la Ouais. petite parenthèse vis-à-vis du plan. Et ça c'est assez vrai. Et je m'en suis servi en fait pas mal au début, au moment, enfin surtout au moment où on a pris le coaching il y a du coup, enfin, parce que 2 ans et demi ou 3 ans, je me rappelle plus Ouais, exactement du moment où on a commencé. Mais ça a été vachement important pour moi au départ pour reprendre les habitudes, du coup de craquer, mais sans avoir justement la partie gérée dans une appli pour traquer mes calories. Aussi parce que j'avais pas de temps pour ça. Parce que du coup, quand on traque ses calories, il faut réfléchir au menu de la semaine. Quand tu fais tes courses, il faut du coup y penser, prendre en compte toutes ces choses-là. Et au moment où j'ai repris le coaching, une des raisons aussi, c'est que ben, en fait, j'avais énormément de travail à ce moment-là et j'avais pas d'énergie à mettre là-dedans. Et c'est aussi pour ça que du coup les résultats suivaient pas, c'est que bah, pendant un temps j'essayais de vraiment faire les choses comme il fallait, mais la vie rattrape et au final d'autres choses devenaient prioritaires et toutes mes bonnes intentions soient-elles, au final il y avait d'autres choses qui passaient devant. Donc les repas, la diète détaillée qui m'a été donnée au départ, je pense que je l'ai suivi pendant quasiment un an, mm, hein, où justement on faisait des points réguliers sur nos monthly check-in où tu me disais, OK, est-ce qu'il y a des trucs que tu en as marre de manger? Est-ce que il y a aussi des changements par rapport aux fruits et légumes de saison qui s'adaptent? Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et il y avait aussi, OK, est-ce que tu as envie de manger quelque chose de différent? Est-ce que tu as envie de manger plutôt ci, plutôt ça? Est-ce qu'il y a un truc que tu as absolument envie d'avoir dans ta diète? Et du coup, enfin, justement, tu es assez flexible. Justement, enfin, c'est le base d'une diète flexible. Le fait de vraiment se priver de tout, c'est le meilleur moyen de ne rien atteindre parce que avoir des envies inassouvées, c'est souvent le meilleur moyen à un moment de craquer complètement et de faire n'importe quoi. Donc, il n'y a vraiment pas eu du tout ça. Et comme Rémi le disait, dans la nouvelle boîte dans laquelle je suis, maintenant, en fait, on a des repas qui sont fournis. Et donc, il y avait ça tous les midis. Et du coup, quand j'ai changé de boîte, c'était à la suite aussi d'un déménagement.
Donc c'était hyper simple, ou c'était la solution de facilité plutôt d'aller vers ça et de pas avoir à penser à faire mes boîtes avant d'aller au travail. C'était aussi, je pense, un moment pour moi d'avoir aussi de l'espace mental, alors que j'ai toujours été très rigoureux sur l'entraînement. La diète, ça demande aussi un peu plus de temps parce qu'il faut réfléchir au menu, etc. Et, la bouffe était pas mauvaise, juste hyper gras, enfin, assez mal équilibré quand même entre les macronutriments. Même si pendant un temps, on a essayé de se dire, ok, je t'avais pris quelques photos pour voir un petit peu, essayer de faire des estimations de calories. Exactement. Euh, mais mais bon, et puis bon, maintenant les apps de tracking permettent aussi de faire ça. On prend en photo son assiette et ça fait une estimation des calories. Mais moi, je suis un peu aussi un vieux de la vieille et j'aime pas trop ce genre d'incertitude parce que aussi ça laisse la place à on fait pas la bonne chose. Et quand on se lance dans quelque chose avec une date de fin, bah, avoir de la rigueur et des choses bien cadrées pour être sûr qu'on fait tout ce qu'il faut, bah, ça a été la décision qu'on a prise. Donc, comme le dit Rémi, je me sers beaucoup moins de la diète détaillée parce que je me sers d'une app pour traquer les calories. Donc, moi, j'utilise Macrofactor, mais il y en a plusieurs. Il y a Yazio, il y a Lifesum, il y en a plusieurs. Mais Macrofactor, c'est celle qui est la plus intuitive pour moi. Et du coup, je traque là-dedans. On se met juste d'accord sur la répartition calorique. Et ensuite, bah, c'est à moi de suivre le protocole, en sachant que j'ai toujours enfin, même si ça fait un moment que je me réfère plus exactement au repas que tu mets dans la diète détaillée, parce que je le fais autrement. Tu me la mets toujours à jour à chaque fois qu'il y a des changements. Donc, si jamais il y a un moment où je suis en manque d'inspiration ou j'ai pas envie de me prendre la tête, je peux toujours retourner regarder ce qu'il y a avec des repas qui vont fit mes macros et où j'ai pas besoin de me prendre la tête. Mm. Ouais, Ça en fait partie. c'est vraiment ça, hein. Au tout début, tu l'avais investigué. Donc, pour vous expliquer, je mettrai des captures d'écran du coup de quelques repas types qui avaient été proposés à Robin au tout début pour justement qu'ils ne se prennent pas la tête à traquer. Mais il y avait en fait une structure sur les repas du midi et du soir en l'occurrence où on avait identifié bah, une source de protéines, une source de féculents, une source de légumes et puis on avait un laitage, une sauce et un fruit. Enfin, ça dépendait, mais en tout cas, voilà, on avait calibré ça de cette façon. Et après, bah, Robin pouvait du coup faire des substitutions alimentaires en gardant en fait toujours cette structure de source de protéines, source de féculents, etc. Il remplaçait par exemple ces 150 grammes de filet de poulet par 125 grammes de steak haché 5% parce que l'équivalence calorique était sensiblement la même et c'est vrai que du coup Mm. ça t'avait vraiment aidé, accompagné et bah justement pour les personnes qui bon ont pas d'idée ou sont un peu dans le besoin de calibrer des repas, c'est évidemment l'un des points les plus importants. Comme ça, vous avez uniquement à suivre le plan, qui est d'ailleurs relié à une liste de courses. Ça vous permet vraiment d'avoir votre liste pour aller faire vos courses, vos repas détaillés. Vous avez juste à cuisiner, préparer dans des tupperwares pour 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et vous avez après, du coup, le total contrôle sur vos calories. Je rebondis aussi sur le fait que du coup, on ajuste évidemment, on a ajusté au fur et à mesure tout ça. On a touché aussi à la dépense. Je me rappelle aussi l'estimation de tes calories sur les repas de la cantine qu'on avait estimé aux alentours des 800 cales. Mais voilà, ce côté hasardeux, finalement, ça nous plaisait moins. Et du coup, on avait besoin de tenir ce plan parce qu'on avait 15 semaines sur le fait de, bah voilà, on doit aller au bout avec 15 semaines de cut et on ne doit pas voilà, chercher à contourner un petit peu ou ralentir en prenant un petit chemin. On voulait vraiment avoir une métrique aussi précise sur le repas du midi. Donc, du coup, le switch avait été de faire tout simplement les gamelles. Complètement. Et puis aussi, du coup, parce que donc le nouveau plan, on l'a commencé en janvier, mais au final, la perte de poids, on a dû la commencer en août de l'année d'avant. Mhm. Enfin, non, oui, en août de l'année d'avant, parce que c'est janvier de cette année-là, en août de l'année d'avant. Mais justement, elle n'a pas été linéaire. Je pense que quand j'ai commencé, je devais être justement à 78 kilos, un truc comme ça, en août. Et elle n'a pas été linéaire justement parce qu'il y avait ces histoires de repas le midi, où du coup, parce que donc la manière dont on avait structuré les repas, c'est que moi, je sais que le soir, j'ai besoin d'avoir de gros repas. Parce que si j'ai pas un bon repas et qui me fait me sentir rassasié, je dors mal. Et du coup, le sommeil, comme c'est hyper important pour la récupération, puisque je m'entraîne le matin à 5h30 avant d'aller au travail. Du coup, si je dors mal, ça me flingue tout, ça me flingue ma récupération. C'est plus dur de faire mes séances, mais c'est aussi plus dur d'encaisser la journée de travail, etc. Donc, le fait d'avoir des repas conséquents le soir, c'était hyper important et c'est un truc qui a été pris en compte quand on a fait la programmation de la diète. Mais du coup,
j'avais toujours les mêmes, enfin, je faisais en sorte d'avoir vraiment une bonne quantité de calories et des bons repas le soir. Mais du coup, je pense que ça faisait qu'il y avait des fluctuations caloriques. Et comme du coup, ça a été pareil, enfin, donc ça a été un nouvel emploi avec pas mal de changements, ma dépense, justement, elle n'était pas hyper régulière. C'est pour ça que la perte de poids, même si du coup, on prend entre, je pense que ça devait être début août qu'on a commencé. Je devais faire, franchement, je pourrais regarder, mais je pense que je devais faire entre 77 et 78,5 au moment où on a commencé. Donc, on a fait une perte de poids progressive et c'était vraiment je me rappelle, ça faisait le yo-yo et justement, avais commencé à me dire à partir du mois de novembre, comment tu te sens de recommencer à faire des gamelles, etc. Et comme c'était encore un emploi assez récent, je venais juste de changer. J'ai dit ouais, je préfère me focus sur le fait de bien m'adapter à ma nouvelle boîte C'est ça. avant de faire ça. Bon, même si au final il y avait quand même une perte de poids, mais c'était aussi pas du tout linéaire, avec beaucoup d'incertitudes, des moments où ça remontait, et c'était aussi hyper frustrant pour moi, du coup de pas avoir des résultats à la hauteur de l'investissement que j'avais l'impression de faire. Parce qu'au final, ce qui s'est passé sur la France, c'est que les midis, je bouffais une source de protéines et des salades, et du coup c'était vraiment naze quoi. Donc voilà, c'est pour ça, quand on a commencé ce truc-là, on s'était dit, et ça avait été très clair, c'est on traque les choses de manière très carrée, donc les boîtes. Ouais, c'est ça. J'ai retrouvé du coup les données, hein, donc on était à 78 en juillet-août, et donc effectivement on avait entamé ce déficit, mais qui était, voilà, comme tu as dit, un peu précaire, mais en même temps l'objectif d'abord de s'adapter à ce nouveau contexte était ben, nécessaire, on va dire, et après du coup les fêtes de fin d'année, voilà, on avait dit c'est bon, on se met vraiment maintenant en mode full tracking parce que au moins tu es sûr que ça va être efficace. Exactement. Ça, c'était du coup pour la partie un petit peu diète. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de la partie entraînement. Ouais. Tu l'as déjà un petit peu dit, tu t'entraînes le matin à 5h30. Pour quelle raison? Même si je l'ai déjà aussi un petit peu dit par rapport à l'organisation. Alors, c'est que je déteste m'entraîner dans des salles de sport pleines. Et après le travail que je quitte vers 17 heures, j'imagine que c'est pareil en France, mais c'est pareil partout. Mais entre 17 heures et 19 heures, les salles sont pleines. Mm. Et après une journée de travail, je me suis aussi rendu compte que j'avais moins d'énergie à mettre dans l'entraînement. Et depuis qu'on a habité au Luxembourg, on a pris cette habitude d'aller s'entraîner avant d'aller au travail. Généralement, ça me permet aussi de passer une meilleure journée parce que j'ai déjà accompli quelque chose dans ma journée, alors que pour la plupart, quand ils arrivent au travail, ils sont déjà en retard parce que pour plein de raisons. Mais du coup, ils commencent leur journée avec le travail. Moi, quand j'arrive au travail, j'ai déjà coché plusieurs cases qui font que je suis fier de moi et que je passe une meilleure journée. Ouais. Donc, l'entraînement le matin avant d'aller au travail, c'est vraiment un must. Et le gros plus que moi j'y vois, c'est que il y a quand même beaucoup moins de monde, donc moins de risques de pas avoir accès à une machine, moins de risques de devoir tourner, de devoir charger, décharger entre les séries. Même si mine de rien, ça arrive quand même quelques fois que j'ai des exos qui sautent parce que les machines sont pas dispo et que j'ai pas le temps d'attendre. Ouais. Mais de manière globale, c'est quand même un bien meilleur environnement pour moi pour aller m'entraîner tôt le matin que en fin de journée. Exactement, donc pour préciser aussi, tu as en fait une fenêtre pour t'entraîner de 45 minutes, 1 heure, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, on a planifié un entraînement tous les matins de la semaine. Donc du lundi au vendredi, Ouais, tu as ton entraînement. Et comme tu as dit, ça te permet après de commencer ta journée de travail dans les meilleures conditions. Le week-end, c'est off, c'est vraiment exactement. le moment où du coup tu peux aussi relâcher. Donc du coup, le format d'entraînement qu'on avait choisi, est-ce que du coup tu peux le... Enfin, bon, je dis toujours au passé, mais alors qu'on est toujours dedans, est-ce que du coup tu peux le Ouais, on est présenter un toujours petit dedans. peu? Ouais, alors du coup, on en a fait plusieurs au fil des mois, mais celui sur lequel on s'est arrêté là pour cette partie-là, c'est un push-pull leg upper-lower, qui n'est pas dans ce sens-là d'ailleurs, c'est un leg push-pull lower-upper. Exactement. Et du coup, on en a testé plusieurs pendant un long moment. On a été en push-pull leg x2. Sauf que j'étais cramé. Il y avait une semaine sur deux où j'avais une séance qui sautait parce que juste j'étais vraiment trop cramé pour assumer derrière. La récupération n'a pas suivi. Et puis Et du hors coup, c'est pour ça dynamique aussi qu'on a de adapté quoi. semaine, hein, hors dynamique de semaine où Aussi, voilà, c'était un temps où il fallait forcément que tu ailles t'entraîner le samedi et donc forcément tu n'étais pas dans les mêmes conditions et forcément voilà, exactement. ça collait moins à ton rythme. Donc des fois,
mieux vaut faire moins, mais s'assurer que ça reste toujours dans une bonne dynamique plutôt qu'en faire trop. Exactement, en fait, je pense que ça partait d'une bonne intention. C'était vraiment ce truc où on se dit, allez, on fait les choses à fond, on tire le maximum du coaching et aussi quand on est très euh, obnubilé par un résultat, on se dit, OK, je vais faire le maximum, mais il y a une différence entre faire ce qu'il faut et faire trop. Euh, et du coup, là, on a essayé d'être pragmatique aussi. Et du coup, ce format-là, on s'est rendu compte que c'était celui qui convenait, qui permettait de faire suffisamment de volume dans le temps imparti sans du coup se retrouver à devoir courir ou à pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire parce que c'est aussi un sentiment qui est pas hyper agréable. C'est pour ça qu'on a vraiment pris le temps d'adapter, de voir est-ce que j'ai le temps de tout faire en ayant des temps de repos suffisants entre mes séries parce que ça c'est aussi ça, hein, c'est si j'ai énormément de volume mais que je suis pas en mesure d'encaisser mes séances, ça crée énormément de frustration et du coup éventuellement un risque d'adhérence que j'ai jamais eu parce que à chaque fois on a pu en discuter et on a très vite réadapté pour s'assurer que le training fit dans le temps imparti et que j'ai suffisamment de temps entre mes séries pour récupérer pour pouvoir performer. Ouais, c'était ça, hein, l'enjeu, c'était quand même de pouvoir faire tous tes entraînements ou de pas perdre de temps entre chaque exercice. Donc il y avait cet enjeu de, bon bah voilà, les exercices que tu fais doivent être faciles en termes de setup, doivent également aussi ne pas être longs sur les montées en gamme et bah, si possible aussi s'enchaîner sous forme de superset un peu intelligent pour bah, essayer de toujours être dans une dynamique où bah, les temps de repos sont aussi optimisés pour bah, préparer l'exercice qui suit. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus hein, de vraiment connaître aussi tes besoins, bien sûr la salle de sport et j'ai envie de te dire aussi de l'organisation spatiale de tes machines pour qu'on puisse réfléchir à cette cohérence de gagner du temps. Ça passe aussi par savoir ce qui est souvent pris le matin, de ce qui l'est un peu moins, notamment pour certaines machines où bah, on sait que bah, elles sont prises d'assaut même à 5h30 le matin et donc pareil, bah, c'était aussi de trouver la meilleure optimisation et ça bah, bien sûr ça s'est mis en place avec des ajustements réguliers. Oui, et puis le bon côté, c'est que je me suis pas inscrit dans cette salle au moment où on a commencé le cut. Du coup, on avait déjà un certain nombre d'informations là-dessus. Ouais. Et oui, oui, même à 5 heures du matin, ça peut être la course avec, je pense à quelqu'un que je vois tous les mardis. Et c'est le premier qui sort du vestiaire qui aura la machine en premier. Et je pense qu'on se déteste mutuellement à chaque fois qu'on arrive les premiers à la machine. Ouais, ouais, donc voilà, ça Et, fait partie aussi des optimisations qu'on a mises en place. Je pense aussi au volume qu'on a, pareil, bon, bien sûr, placé, on va dire, de manière précise dès le début de cette nouvelle programmation, mais qu'on s'est aussi permis de faire évoluer. Je me rappelle qu'on avait rajouté aussi une petite série sur des mouvements de fly parce que bah, on avait le temps et puis bah, l'enjeu c'était de toujours mettre un peu plus de volume sur les pecs. Et donc bah, voilà, ça a été stratégiquement là où on pouvait le faire, et bien de faire varier un peu le volume. ouais, exactement, exactement. C'est aussi qu'en fait, à un moment, il me semble que c'était une question de soit rajouter. Enfin, c'est que j'avais un exercice que j'avais pas le temps de faire, et du coup, on s'est dit plutôt que d'essayer de trouver un nouvel exercice, bah, rajouter une petite série par-ci par-là sur d'autres exos où bah, le setup est déjà fait, où j'ai pas besoin de changer, de décharger, de refaire une montée en gamme. Parce que les montées en gamme, comme tu disais, l'objectif c'est de pas en avoir des trop longues, mais quand les performances augmentent, bah, elles mine de rien d'elles-mêmes, elles deviennent un petit peu plus longues parce que avec les perfs qui augmentent, le nombre de séries d'échauffement augmente aussi un petit peu. Et du coup, bah, c'est la stratégie qu'on avait décidé d'utiliser aussi parce que les exos que je fais, bah, je les apprécie et que pour l'instant, les charges montent hein, aussi. Le jour où je prendrai des petites calottes toutes les semaines, peut-être que je te dirai, Rémi, on va regarder pour un autre exercice C'est ça. parce que celui-là, on est plus aussi pote qu'avant avec cet exo-là. Ouais, exactement. Donc ouais, autre stratégie aussi qu'on a mise en place sur la partie entraînement, c'était de faire un maximum d'exercices aussi en bilatéral pour bah, Ouais. gagner du temps, hein, parce que évidemment que l'unilatéral c'est cool. Et je me rappelle aussi au tout début de la programmation, on faisait une chest press en unilatéral. Alors évidemment, elle te rentrait dedans, mais elle te prenait aussi beaucoup de temps. Et pareil, ça fait partie aussi des stratégies où aujourd'hui, ben, là j'ai ton push sous les yeux, mais que ça soit tes exercices épaules, exercices bras, exercices pecs, on a essayé de toujours faire des versions en bilatéral pour bah, gagner du temps. Ouais, ouais, parce que pour le coup, la chest press en unilatéral, elle a été très bien à un moment, mais je- quand je devais prendre des pauses entre chaque bras, parce que c'était devenu impossible d'enchaîner les deux bras,
relativement rapidement parce que j'étais vraiment trop cramé. Au final, un exo qui devait prendre entre les séries plus les temps de repos entre 10 et 15 minutes à faire, s'est retrouvé à faire x2 sur le temps parce que le temps de récup a vraiment fait gonfler le temps nécessaire pour faire l'exo. Et du coup, sur un entraînement de entre 45 minutes et 1 heure, passer 30 minutes sur un exo, c'était beaucoup trop. Ouais. Et on perdait du coup le bénéfice de faire une séance construite, parce que du coup on disait ouais c'est super, on a un très bon exercice, mais malheureusement on passe à côté des autres. Exactement. Voilà. Ça c'était du coup pour la partie eh bien, entraînement. On a, comme on l'a dit juste avant, fait un point sur la partie nutrition. Sur la partie du physique update, je pense qu'on a bien fait le tour. Euh, j'ai, on va dire, une petite question, ou peut-être qu'ils vont en amener d'autres aussi, enfin qui va en amener une d'autres. Pour toi, qu'est-ce qui a été le plus gros changement avec la prise de ce suivi? Qu'est-ce qui, du coup, t'a vraiment fait dire, putain, il faut que j'attaque par un suivi? Je pense que j'ai déjà un peu touché à ça, mais c'est un peu cette sensation de tenter pas mal de choses, d'avoir l'impression de mettre des efforts, mais aussi d'une perte de temps et d'avoir l'impression de courir plusieurs lièvres à la fois, de vouloir avoir le meilleur entraînement, mais aussi à chaque fois qu'il y avait le nouveau meilleur exercice qui sortait, d'avoir un petit peu ce truc, ah ouais, mais ça se trouve, ce que je fais, c'est pas la meilleure chose. Peut-être que si je faisais ça, j'aurais plus de résultats. Et quand on n'est pas satisfait du physique qu'on a, ces choses-là, c'est vraiment extrêmement attirant, c'est tentant. Ouais. Et du coup, moi, ça a été vraiment, j'ai envie de me décharger de toute la partie planification pour plusieurs raisons. D'une, parce que donc j'avais besoin de mettre mon énergie ailleurs. Et du coup, ça a été un moyen de me délester mentalement de toute cette partie-là, la gestion. L'autre truc, c'est que j'en ai les moyens. Et c'est aussi un truc à prendre en compte. Un suivi, c'est quelque chose qu'on paye parce qu'on paye une expertise, du temps, parce que un truc que t'as pas mis en avant, mais c'est aussi toute la partie correction de mouvement, adaptation, s'assurer que les setups sont adaptés par rapport aux exercices que tu prévois de faire, parce qu'il y en a un certain nombre pour lesquels t'as des instructions qui sont spécifiques, parce que tu as envie qu'ils soient faits d'une certaine manière par rapport aux muscles que tu veux cibler, parce qu'il y a plein de manières de faire un exercice. Il y en a plusieurs qui sont valides, mais en fonction de ce que tu veux cibler, il y en a ces exercices doivent être faits d'une certaine manière. Donc il y a toute cette partie-là. Et enfin, je dirais qu'il y avait aussi toute la partie euh, putain, je me suis perdu. Je me suis perdu parce que Clara a fait du bruit. Donc je disais, attends, j'ai dit quoi? J'ai dit la partie mentale, la partie j'en avais les moyens. Ah Ah, oui. Et du coup, justement sur cette partie-là, en avoir les moyens aussi, il y a tout le côté quand on paye pour quelque chose, c'est aussi beaucoup plus facile de se tenir à un plan. Et au final, ce qui, je pense, fait qu'un certain nombre de personnes n'arrivent pas à atteindre les objectifs qui sont fixés, c'est la constance et la régularité quand on fait quelque chose. Et du coup, si la seule personne à qui on doit rendre des comptes, c'est soi-même, il y a un certain nombre de personnes pour qui ça va être suffisant. Ils vont être capables d'avoir ce contrat avec eux-mêmes et de se dire, je vais faire les choses pour lesquelles je me suis engagé. Et au final, investir dans un coaching, c'est un investissement financier et un engagement avec quelqu'un, parce qu'on va avoir des check-ins réguliers, on doit prendre des photos, des mensurations, et du coup, on doit rendre des comptes. Et le fait de devoir rendre des comptes, ça veut aussi dire qu'on ne peut pas se permettre de tricher. Parce que si jamais je te dis que j'ai fait tous mes entraînements, que j'ai atteint toutes mes charges, que j'ai explosé toutes mes perfs, que j'ai suivi ma diète et que mon physique il se dégrade, en fait c'est donc déjà au-delà de me mentir à moi-même, t'es pas dupe et tu vas peut-être un peu me dire est-ce que t'es sûr, on va adapter les choses parce que là il y a quelque chose qui va pas. Donc toute cette partie-là, savoir que je devais rendre des comptes à quelqu'un en plus, ça a été quelque chose de bénéfique pour m'assurer que j'allais avoir des résultats. Donc, je pense que c'est vraiment les 3 points principaux. Une décharge mentale et savoir que j'allais avoir un plan qui allait m'apporter des résultats. Le fait que j'en avais les moyens. Et du coup, toute la partie, je dois rendre des comptes à quelqu'un. Et aussi toute la partie que j'ai pas trop évoquée parce qu'il y a la partie rendre des comptes, mais il y a aussi avoir un regard objectif sur du coup la progression. Parce que Rémi l'a dit, je suis un peu trop dur avec moi-même sur mes résultats. Peut-être pas, mais en tout cas avoir quelqu'un qui me dit tu vas dans la bonne direction, ce que tu fais c'est bien, regarde le physique, regarde comment ça a changé.
les avant-après aussi que du coup t'as pu faire pendant tout le suivi qui font prendre conscience de comment les choses ont évolué. Parce que ça, c'est quelque chose quand même dont on se rend pas trop compte, mais quand on se voit tous les jours, on voit pas les changements. Donc quand on voit la famille ou les amis après une longue période, ils vont voir le changement parce que du coup la différence va être significative, mais pour nous-mêmes, ça l'est pas. Donc avoir quelqu'un qui est capable de nous en faire prendre conscience, ça a aussi cet intérêt-là, à mon avis. Ouais, trop bien, hein, tu as vraiment mené tous les éléments les plus pertinents que je voulais te faire souligner. Évidemment que quand bah, tu es paumé, que tu stagnes, que tu as essayé plein de choses, mais qu'en fait tu n'arrives pas, ben, arrête de chercher la perle rare et fais-toi accompagner. Pour le coup, Robin, voilà, il lui a fallu ben, ces 15 semaines pour vraiment se mettre dedans. Alors bien sûr, on l'a dit, il y avait tout un terrain aussi propice parce que depuis 2 ans, je l'accompagne aussi, j'avais beaucoup de données. Mais voilà, en fait, tu es parfois à 15, 20, 30 semaines de changer complètement ton physique, avoir vraiment ben, un gros déclic aussi au niveau mental. Et ça, pour le coup, ben, voilà, si tu te poses cette question encore, ben, peut-être que cette vidéo avec Robin t'aura fait passer de l'autre côté et te dire, bah, voilà, je vais peut-être réserver une démo avec Rémi. Ce serait une un très bon choix à faire, en effet. Est-ce que Robin, tu avais d'autres choses à ajouter ou pas? Je On a pense bien qu'on a fait le fait le tour. tour. Ouais. Comme je disais, les changements et l'objectif a été atteint. Mais pour autant, le suivi continue, hein, parce que comme je disais, la date du mariage, elle est faite pour, enfin, elle est set pour le mois d'octobre. Et l'objectif, c'est vraiment d'atteindre le meilleur physique possible. Donc, ça veut aussi dire que là, il reste encore quelques mois pour encore améliorer ce qui a été fait. Donc, je peux dire que même si cet objectif-là, il a été atteint, c'est toujours possible d'en trouver un nouveau. Et en l'occurrence, je pense que là, ça va être d'améliorer le physique. Donc, comme je disais en début de vidéo, probablement pas d'ajouter des kilos et des kilos de muscles, mais si on peut en ajouter un petit peu, perdre encore un tout petit peu de gras pour que le physique soit encore plus joli et agréable pour moi. Encore une fois, tout est subjectif. Euh, mais voilà, je pense que ça pourrait être le mot de la fin. Ah si, un truc auquel on n'a pas touché encore particulièrement, mais la dépense. Et je pense qu'un truc qui aurait été clé, c'est d'arriver à justement d'avoir toujours ce, ce checkmark-là qui puisse être coché. Et la stratégie que j'ai réussi à mettre en place et sur laquelle on s'était mis d'accord, c'est que du coup, tous les jours, je suis allé au travail à pied. Et justement, en faisant quelque chose que je dois faire tous les jours, qui ne m'a pas demandé après le travail de ressortir ou d'aller faire du cardio en dehors, juste le fait d'aller au travail à pied, de travailler debout, parce que j'ai un bureau que je peux lever, du coup de rester debout à mon poste de travail et de faire toutes les petites choses à pied que je pouvais faire. Ça m'a permis d'arriver assez facilement à l'objectif de pas qu'on s'était fixé, qui était entre 12 et 15, et qui, pendant quasiment toute la durée du déficit, s'est retrouvé en moyenne, je pense, à 13,5, si jamais on fait une moyenne C'est ça, ouais. globale sur la totalité des jours. Et du coup, ça a été un truc qui a été absolument euh, sans effort particulier, parce que justement, on avait mis en place cette stratégie et on s'était dit, OK, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie de tous les jours qui va nous assurer une dépense euh, régulière? Parce que c'est ça aussi, c'est que faire 30 000 pas un jour, mais ensuite en faire 5 000 pendant une dizaine de jours qui suivent, ça fait pas une moyenne quotidienne significative. Et voilà, du coup, ça fait partie de la stratégie qu'on avait mis en place aussi. Ouais. Bah, c'est vrai que du coup, hein, tu fais bien de le préciser. euh, Ce sur quoi on s'est vraiment projeté là sur la vidéo que vous avez regardée, c'était vraiment sur l'intervalle des 15 dernières semaines. Mais en fait, il s'est passé tout un tas de choses avant et il se passera tout un tas de choses après. C'est vrai que le focus a été vraiment fait sur ces 15 semaines. Mais tout ce que tu décris, Robin, en fait, on l'a co-construit déjà avant. Donc, on avait créé cet Ouais. environnement hyper favorable pour entamer ce cut-là dans des meilleures conditions. Donc, on a bien sûr parler de tout ce qu'on avait déjà mis en place, mais tout ce qui était aussi habitude de trajet à pied, le bureau assis debout, le fait de préparer ses meal prep à l'avance, le fait d'organiser toute sa vie en fait autour de ça, ben, ça t'a vraiment préparé, mis dans des dispositions de cut idéales. Vraiment, c'est ça qui crée aussi l'efficacité. C'est quand justement on met tout de manière propice pour le réaliser. Exactement. Et si je peux, en fait, si j'ai un mot de la fin, Vas-y. euh, euh, traquez vos données.
Même si vous, avant de commencer à prendre un suivi avec Rémi, commencez à traquer vos données, essayez d'estimer combien vous mangez, combien vous, quel est votre niveau de dépense quotidienne, quelles sont vos mensurations, comment elles évoluent, votre volume d'entraînement. Traquez tout ça parce que ça vous fera des points de référence quand vous allez évoluer. Et c'est toujours une bonne chose, souvent parce que on est surpris de l'ampleur des changements quand on y retourne avec un petit peu de recul. Et aussi, si jamais vous prenez un coaching avec quelqu'un, ça fera aussi toute une quantité de données qui sera extrêmement importante pour prendre les bonnes décisions et pour que les fruits du coaching arrivent le plus vite possible. Parce que si vous n'avez pas tout ce travail préliminaire, en fait, c'est du temps qui sera nécessaire dans le début du coaching pour arriver à calibrer tout ça. Parce qu'il y a quand même aussi énormément de bio-individualité dans le coaching de Rémi, mais j'imagine dans le coaching en général. Parce que ce qui a marché pour moi marchera pas forcément pour vous, ou marchera peut-être, mais avec des variantes nécessaires parce qu'on est deux individus différents. Mmh. C'est vrai qu'il y a le avant-après évidemment visuel à travers la transformation physique de Robin, mais il y a aussi le avant-après vis-à-vis des habitudes, vis-à-vis des données. Bien sûr que vous allez évidemment créer de nouvelles choses, de nouvelles méthodes pour bah, du coup être bah, plus dans l'optimisation quelque part de vos journées. Des choses que vous faisiez de manière peut-être difficile au début, peut-être faire 5000 pas, c'était compliqué pour vous. Et après le passage du coup au tracking de vos données et l'augmentation de certains leviers comme la dépense, comme je l'ai évoqué, ça va vous paraître en fait hyper simple et en fait quelques mois après vous allez vous rendre compte que les 5000 pas que vous faisiez au début c'était super dur et que maintenant vous les faites x2 voire x3 avec les mêmes habitudes. Donc c'est ça aussi, hein, c'est voyez aussi l'évolution mentale, pas que l'évolution physique, voyez l'évolution aussi de vos process individuels qui en fait sont transversales absolument partout. Si vous êtes capable de faire une transformation physique, si vous êtes capable de tenir en fait un plan d'attaque, vous allez pouvoir évoluer aussi de manière transversale dans votre vie personnelle avec des projets aussi en famille, des projets aussi professionnels. Si vous êtes capable de tenir une diète avec des repas structurés, millimétrés, traqués chaque jour, eh ben, vous allez aussi pouvoir mettre le même investissement dans votre vie professionnelle. Et tout ça, bah voilà, sachez qu'une fois que vous l'avez fait, une fois que vous l'avez validé, une fois que vous l'avez vraiment assumé, bah, ça va être transversal sur absolument tous les autres aspects de votre vie. Voilà, c'était, je pense, les mots de la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à poser vos éventuelles questions si justement on a omis des éléments par rapport à la transformation de Robin ou même si vous voulez en savoir plus sur certaines méthodes. Et comme je l'ai dit, je vous invite aussi, pour ceux qui le souhaitent, à réserver une démo. C'est entièrement gratuit avec moi pour que bah, je puisse éventuellement vous projeter sur eh bien, mon accompagnement en prenant en compte votre physique, vos besoins, vos obstacles et vous mettre en fait à la place d'eux dans du coup une démo spécialement conçu pour vous. Donc tout ça, c'est en lien dans les commentaires, enfin dans la bio. Voilà, je suis pas encore un professionnel de la redirection, mais en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Robin, merci pour eh bien cette première vidéo témoignage. Et puis bah, j'espère qu'il y aura Avec aussi plaisir. d'autres vidéos avec toi, soit dans le podcast, soit peut-être d'autres vidéos aussi avec de nouveaux objectifs qu'on aura fixés ensemble. Et voilà. Parfait. Parfait, parfait. Faisons comme ça. J'attends l'invitation pour un prochain épisode du podcast. Ou qui sait, peut-être tester les machines. Et tester les machines, ouais. Il y a Voilà. plein d'autres projets. Merci pour votre écoute et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci.